Bonjour à vous tous à notre webinaire sur les 8 grandes tendances TI en 2022. Tout d'abord, avant de souhaiter la bienvenue à nos deux présentateurs de la journée, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2022 et qu'elle soit surtout beaucoup plus excitante que 2021. MS Solutions commence l'année en forme avec un nouveau site web que je vous invite à aller visiter. Donc, passons aux choses sérieuses. Sans plus tarder, je vous présente nos deux panélistes de la journée de notre webinaire. Stéphane Blais, qui est vice-président développement et accompagnement Microsoft 365 chez MS Solutions, et Artem Kravenchko, qui est directeur livraison de projet chez MS Solutions aussi. J'espère que je n'ai pas trop magané ton nom, Artem. Non, c'est correct. Bonjour, bienvenue, messieurs, à notre premier webinaire de l'année, si je ne me trompe pas. Donc, 8 grandes tendances TI qu'on va entendre, que nos clients vont entendre beaucoup parler en 2022. Lançons-nous dans le fil de l'action. Donc, notre première grande tendance 2022, la gouvernance des données. Donc, Stéphane, je te laisse commencer avec ce premier sujet-là d'importance. Merci beaucoup, Maxime. En fait, la gouvernance, on en entendra parler, je l'ai bien prononcé, beaucoup en 2022. La gouvernance permet aux organisations de se donner des règles de gestion. Donc, c'est vraiment l'organisation qui détermine, ou du moins qui endosse ce que sera la gouvernance pour son entreprise, afin d'encadrer l'utilisation des technologies que l'entreprise va accepter que ses utilisateurs utilisent, et contrôler les données générées ou stockées par ces technologies. Donc, la gouvernance au Québec va prendre de l'ampleur dans les 3 prochaines années parce que la loi 64, nouvellement adoptée, va mettre sous les projecteurs l'obligation de se doter d'une gouvernance et de l'appliquer en entreprise. On doit être en contrôle des données qu'on détient, qui sont sous notre responsabilité. Le contrôle des données, c'est de savoir où elles se trouvent. Est-ce que j'ai un employé qui a décidé d'ouvrir un Google Drive pour mettre des données de façon clandestine parce que c'était plus simple de faire ça plutôt que d'utiliser une infrastructure officielle de l'entreprise qui est backupée? On doit être en contrôle de ce qu'on va appeler le shadow IT, là, donc des choses qui se passent sans qu'on sache trop dans l'entreprise. Ce que la gouvernance va amener aussi, ça va nous permettre de distinguer davantage dans les prochaines années technologie et information. Ce sont 2 entités différentes, bien que le groupe des technologies de l'information, on a tendance à les voir toutes les deux toujours ensemble, mais la technologie, c'est ce qui permet d'utiliser des applications, de faire vivre ces applications-là. Et l'information, c'est davantage les données générées par cette technologie. Le groupe de technologies de l'information est responsable des technologies, mais ce que la loi vient dire, la loi 64 ou d'autres lois en Europe, c'est que les données, elles, sont sous la responsabilité des dirigeants. Donc, on a... Si tu me permets, là, Stéphane, oui, Maxime. Écoute, pour en rajouter là-dessus, donc auparavant, je pense que les gens de TI avaient tendance naturellement à garder les données le plus longtemps possible pour jamais se faire blâmer s'il y avait une perte de données, pour qu'ils puissent récupérer les données le plus loin possible. Mais aujourd'hui, la divergence qui va arriver, entre autres avec la loi 64, les dirigeants d'entreprise, eux autres, pour des raisons de sécurité, vont peut-être vouloir que la donnée soit conservée pour une date limite de temps, pour pas que s'il y a une brèche de sécurité dans l'entreprise, qu'il y ait des données confidentielles qui soient prises dans cette brèche de sécurité-là et qui en soient blâmées. Donc, le cycle de vie d'une donnée pourrait être de 3 ans, 5 ans, et après ce temps-là, la direction de l'entreprise pourrait vouloir que ces données-là ne restent pas dans l'entreprise. Exactement. C'est une des facettes que la gouvernance va adresser. Donc, il y a eu la mode des backups. On veut tout sécuriser, tout backuper tout le temps. C'est peut-être pas ça la bonne voie. Je vais prendre un autre exemple. Quand on fait une migration de serveurs de données vers du SharePoint et on accompagne le client et on dit, bon, avant de migrer, faites le ménage. Souvent, on va diviser facilement de 10 le volume de données parce qu'il y a beaucoup de données mortes. Il y a des données qu'on garde qui, des fois, sont très sensibles et qui ne servent vraiment pas et qui sont désuètes, soit des doublons, soit des choses là, qui sont complètement plus sous la responsabilité de l'entreprise. Donc, la gouvernance va nous aider à se protéger en ayant moins de données à sécuriser, effectivement. Dans le prochain point, donc on en a parlé,
La gouvernance va nous amener une prise de conscience que l'information, ou du moins les données qu'elle génère, sont sous la responsabilité des dirigeants et non pas de l'équipe TI. Cependant, la gouvernance fait que les deux vont travailler de pair pour assurer qu'on encadre bien l'utilisation des applications et la gestion de nos données. OK. Donc, pour notre deuxième tendance TI 2022, c'est des solutions numériques plus durables. Artem, je te passe la parole. Merci, Maxime. En fait, ici, le point que je voulais ramener, c'est pour les entreprises, puisqu'on voit parmi nos clients de plus en plus, ils ont un écoute pour avoir les technologies qui permettent de faire les services TI un petit peu plus durables. Un exemple très facile, les data centers. Les data centers permettent de regrouper quelque part aux endroits très, très, très sécurisés avec l'énergie infinie, mettre les services TI, puis profiter comme unification, puis avoir des bons retours sur investissement, faire les services plus efficaces et durables. Aussi, les licences des services nuagiques qui permettent également de profiter puis faire les services TI un petit peu plus durables. Comme certains centres de données, peut-être pas tout le monde qui est au courant, là, il y en a beaucoup, puis on a même à Québec, certains centres de données ont commencé à mettre en place les technologies de climatisation très efficaces qui prend le froid à partir de certaines températures, puis qui fait l'effet très, très, très visible au niveau des consommations d'énergie. MS Solutions et on utilise les centres de données Vantage, par exemple, à Québec et à Montréal, qui sont équipés avec ce genre de technologie de climatisation. Puis ce genre de techno, c'est très, très, très difficile d'avoir au bureau parce que c'est pas chacun de bureaux qui permettent d'avoir ce genre de clim très, très, très avancé. Des exemples comme ça. Utilisation beaucoup plus durable, entre autres, de l'énergie dans les data centers là, de nouvelles générations. Tout à fait, tu as absolument raison, Artem. Donc, prochaine tendance en TI 2022, des communications d'entreprises transparentes et bidirectionnelles. Je pense un de tes sujets préférés, Stéphane. Mon sujet préféré, Maxime, parce qu'ici, ce qu'on veut dire, ce qu'on exprime par communication d'entreprise transparente et bidirectionnelle, c'est la collaboration. Donc, on a déjà des outils de collaboration qui sont arrivés, là, un peu forcés des fois dans certaines entreprises par la pandémie, comme Teams ou SharePoint, qui vient avec une migration vers Microsoft 365 des courriels. Ben, SharePoint est avec toute licence qui a un courriel. Donc, ces deux outils-là sont des outils de collaboration qui vont tout simplement continuer à croître en 2022. Et là, la croissance, c'est sous plusieurs axes, sous plusieurs aspects. Ce sont autant l'évolution des plateformes. Teams, SharePoint n'arrête pas d'évoluer, elle continue. Comme par exemple, dans Teams, dans quelques mois, on verra un nouveau canal qui va apparaître, le canal partagé, qui permet de faire une collaboration inter-entreprise beaucoup plus fluide. Donc, les applications continuent. Oui, donc, tout à fait. pour venir aider, style des projets, je donne un exemple, un projet de construction d'immeuble où qu'un contracteur aurait à partager des documents, partager de l'information, collaborer avec ses sous-traitants, électriciens, plomberie, etc., sur un projet de construction. C'est tout ça que tu veux dire? Sur toutes sortes de projets, oui, ce serait une belle application. Nous avons, dans les dernières années, beaucoup migré les gens. Quand je dis nous, c'est l'ensemble des TI, là, pas juste MS Solutions, mais l'ensemble des TI. On a aidé à migrer les gens vers les plateformes Microsoft 365. Donc, bien que les migrations continuent, elles s'amenuisent. Et là, on va parler de plus de collaboration. Et Teams, pour deux compagnies qui sont déjà migrées dans Microsoft 365, on va pouvoir se reconnaître. Donc, un canal partagé dans un Teams de la compagnie A va pouvoir être vu par la compagnie B. Et ce, sans qu'on ait à changer de Teams et se reloguer, ce qui est le cas présentement. OK, génial. Donc, ton exemple est excellent.
Le seul prérequis est que les deux compagnies doivent être sur la plateforme Microsoft 365. Je comprends. On aura aussi une accélération. Oui? Non, vas-y, Stéphane, excuse-moi. Non, je ne t'ai pas coupé au bon moment. Vas-y. Pas de problème. Je vais juste finir. Là, je sais qu'on est sur un temps restreint, parce qu'on a beaucoup de choses à dire. Mais l'adoption des utilisateurs... on est d'avance. Fais-toi-en pas. On est dans notre 4e tendance bien vite, puis on est d'avance, Steph. Ça me réconforte. L'adoption des utilisateurs va continuer. Donc, bien que les gens utilisent ces plateformes SharePoint, Teams, on n'utilise qu'une fraction de son potentiel. Plus on va découvrir des éléments tels que Microsoft List dans SharePoint, plus les utilisateurs seront éveillés à des nouvelles applications, des nouvelles façons de faire. Nous, ce qu'on entrevoit au niveau de SharePoint, c'est une tendance que les fichiers Excel vont tranquillement se convertir en Microsoft List pour des fichiers Excel où il y a beaucoup de collaboration. Donc, ça, on voit ça venir. Et l'exploitation, donc les utilisateurs vont mieux exploiter la plateforme. L'autre phénomène au niveau de la documentation, la coédition fera qu'on aura moins de documents en entreprise. Le document va être partagé avec plus de personnes et les documents seront vivants plus longtemps. Donc, plutôt que d'avoir des documents qui se promènent en courriel, etc., les documents auront leur emplacement fixe et on va y aller pour travailler. Donc, on verra une plus grande durée de vie d'un même document. Et ça va faire du bien pour toutes sortes de facettes. Là, on aura moins de volume de données, ça va faire moins de volume de backup. Ça va être plus facile de se retrouver. Donc, moi, je vois d'un bon œil l'évolution de la collaboration en 2022. Prochaine tendance, l'hypersécurisation. Donc, messieurs, je vais commencer, je me lance dans le vide, mais aidez-moi ou ajoutez des points si vous sentez que vous en avez besoin. Donc, naturellement, vous ne serez pas surpris que la sécurisation, la cybersécurité fait partie d'une des tendances 2022 avec toutes les brèches, les fraudes, les ransomware, tous les problèmes en cybersécurité qu'on a depuis quelques années. C'est pas surprenant que ça tombe dans notre liste des tendances les plus populaires en TI en 2022. Donc, tu sais, auparavant, là, c'est un peu ridicule de dire ça, mais l'antivirus était comme, tu étais sécurisé à partir du moment que tu avais un antivirus. Je rigole un peu, là, mais j'amène ça à son plus simple élément, là, mais aujourd'hui, on doit additionner des couches et des couches et des couches de sécurité. Les couches se multiplient. Des exemples. La mise en place de double authentification sur tous les systèmes, c'est un prérequis aujourd'hui. Surveillance du dark web, surveillance de vos noms de domaine, de vos emails sur le dark web, pour qu'on puisse savoir, que vous puissiez savoir si vos mots de passe ont été vendus sur le dark web. C'est important avant que vous soyez fraudé. Mise en place de des règles particulières de plus en plus dans les firewalls. Puis ça, c'est sans compter en plus sur toute la sensibilisation parce qu'en sécurité informatique, un des maillons faibles, c'est l'humain. C'est l'humain qui peut cliquer souvent sur des pièces jointes dans des faux courriels qui peut amener à de la fraude, à de la brèche d'information. Donc, la sensibilisation de votre personnel par de la formation en cybersécurité, par des tests d'hameçonnage qu'on peut faire dans votre entreprise qui vont aider à sensibiliser et à améliorer la vigilance de vos usagers à l'interne. Aussi, là, de plus en plus, là, les antivirus, les anti-malware de nouvelle génération tels que AMP, Umbrella vont amener naturellement encore plus de protection. Puis ça, c'est sans compter encore quand on dit que les couches peuvent se multiplier. Ça, c'est sans compter des outils comme par exemple un MDR, qui est un Managed Detection and Response, qui va amener par exemple à une surveillance de votre trafic interne et externe, là, trafic qui part de l'interne vers l'externe ou de l'externe vers l'interne de votre réseau informatique et qui peut détecter certaines actions non voulues et qui pourraient bloquer. Donc, je vous amène un exemple, là. Moi, hier à 7 heures, je me suis branché sur notre réseau. J'étais à Québec. Ce matin, je me branche. Je suis au Mexique, il y a des chances que je sois bloqué.
parce que je n'ai pas l'habitude, mettons, d'aller au Mexique. On ne fait pas d'affaires, nous autres, au Mexique. Donc, tout de suite, le système va détecter une action ou un pattern pas habituel, bloqué. Bon, si c'était vraiment moi, j'ai juste appelé mon service TI puis me faire débloquer. C'est pas plus grave que ça. Mais si effectivement c'est une tentative de hack, ben on est bien content d'avoir bloqué. Un système de même va pouvoir intelligemment bloquer ce type d'action-là, si on veut. Donc, messieurs, sentez-vous qu'il y a d'autres choses à rajouter? Ah ben, le dernier point que je rajouterais peut-être au niveau de la cybersécurité, c'est le dernier élément qui n'est pas en TI, mais je vois de plus en plus dans mon réseau d'entreprises, peu importe leur domaine, pas nécessairement en TI, adhérer à des assurances cybersécurité pour venir les protéger et surtout venir couvrir un nouveau risque qui est le risque de fraude. Vous le savez, là, pendant des années, on s'est assuré, mettons que tu as une usine, tu as assuré tes biens de ton usine, le bâtiment, puis les biens dans l'usine de fabrication. Mais aujourd'hui, tes données ont souvent autant de valeur que ton immeuble et ou que tes machines pour fabriquer ton bien. Donc, tu dois venir protéger ce risque-là. Donc, il y a des assurances en cybersécurité qui se vendent de plus en plus aux entreprises. Oui, donc, Maxime, oui, vas-y, Artin. Je voulais ajouter un couple d'exemples aussi, mais en fait, Oui. ton exemple avec blocage de session Oui. d'un pays au hasard, là, on peut par prévention, on peut bloquer tout le reste du monde, sauf les pays où ce que vous faites les affaires. Ça va simplifier beaucoup la vie, beaucoup moins de bases au niveau de monitoring. Fait qu'on va juste focuser ici où vous faites les affaires au Québec, au Canada, aux États-Unis, l'Amérique du Nord. On ouvre juste ça, tout le reste du monde est coupé. Fait que beaucoup, beaucoup de moins de chances que quelqu'un qui va essayer de rentrer. Puis l'autre affaire, c'est que l'assurance cyber, ça commence d'être très exigeant. Les compagnies d'assurance, ils ne sont pas prêts à payer n'importe quoi, surtout couvrir les dépenses de clients qui négligent depuis longtemps ou depuis certains temps gestion de leurs infrastructures. Donc ça, c'est très important. C'est pas une solution, moi, Maxime, moi, Artem, qui exige 2 efforts, qui exige certains plans de relève, continuité et d'autres. Vous allez voir ça comme exigence de cyberprotection, cyberassurance. Puis j'ajouterais en plus, Artem, sur ce même point-là, de plus en plus des certifications dans votre domaine, là, style des ISO 9001 ou des certifications que votre domaine vous les connaissez plus que moi, là, les certifications souvent que votre domaine a besoin. Bien, souvent, ces certifications-là vont de plus en plus exiger que l'entreprise a patte blanche au niveau de sa sécurité informatique. Donc, prochaine tendance, l'informatique décisionnelle. Donc, Stéphane, je te laisse la parole là-dessus. Merci, Maxime. Tu l'as mentionné plus tôt, la donnée a une valeur, des fois une plus grande valeur que l'immobilier lui-même. Dans l'informatique décisionnelle, qui fait référence à l'intelligence d'affaires, c'est tous les équipements, ou du moins la structure qui permet d'aller récolter ces données-là, les mettre en forme, les publier sur des tableaux de bord et de prendre des décisions intelligentes. De là, l'intelligence d'affaires. L'intelligence, en fait, c'est tous les moyens qu'on a à notre disposition pour prendre une décision. Donc là, on va avoir en plus un sommaire, un condensé, des résultats plus précis basés sur nos données. On en a beaucoup de données. Il y a un travail à faire qui va s'accélérer en 2022 oui, on parlait plutôt de faire le ménage, d'avoir des données propres, c'est important pour prendre des décisions intelligentes, justement, parce que si on a trop de données pêle-mêle, probablement que dans le cours d'interprétation, dans les tableaux de bord, ce ne sera pas l'heure juste sur notre situation réelle. Donc, quand on parle d'informatique décisionnelle, c'est de venir mettre en place la structure qui va assurer que notre donnée est la plus précise possible et que nos tableaux de bord sont le plus précis possible pour prendre une meilleure décision. C'est une tendance qui va s'accélérer, bien sûr, dans la prochaine année. Ça a déjà commencé. Power BI a démocratisé
l'intelligence d'affaires en rendant accessible aux petites entreprises à faible coût une plateforme ultra puissante pour aller puiser dans plusieurs bases de données et là, plusieurs bases de données simultanément qu'on va pouvoir ramener dans un seul outil et commencer à comparer. Donc, imagine, Maxime, on a notre système de comptabilité, notre ERP, notre système de suivi. Et là, on peut mettre en relation de l'information et de sortir des conclusions qu'avant, peut-être, étaient beaucoup plus ardues à faire. Qui vont se retrouver tous dans le même tableau de bord au lieu d'avoir plusieurs tableaux de bord dans plusieurs systèmes différents. Puis là, tu dois, toi, manuellement, quasiment faire de la corrélation entre ces différentes informations. Exactement. Ou que le travail devient tellement fastidieux qu'on aimerait bien le faire, mais c'est beaucoup trop long, fait que finalement, on ne le fait pas parce qu'on aimerait avoir la donnée à chaque mois, mais ça prend un mois pour avoir la donnée. Donc, on verra un changement de ce côté-là et les projets d'intelligence d'affaires vont augmenter. Les gens vont mettre un budget dans ce volet-là. Tout à fait. Donc, 6e tendance, l'hyper-automatisation. Messieurs, on se lance. Stéphane, Artem, l'hyper-automatisation. Moi aussi, j'aurai probablement mon grain de sel à ajouter, mais Stéphane, je te laisse commencer. Merci. Donc, l'hyper-automatisation, on sait, on vit tous une pénurie de main-d'œuvre. Ça ne devrait pas se régler à court terme. Hein. Donc, toutes sortes d'industries vont investir dans des formes d'automatisation différentes. On entend beaucoup parler de la robotisation, de l'intelligence artificielle, l'automatisation des différents procédés. De notre côté, la pénurie de main-d'œuvre peut être adressée en simplifiant nos processus, en s'attardant davantage à ce qu'on fait pour le normaliser, le rendre standard. Quand c'est standard, c'est plus rapide, c'est toujours pareil, ça se réplique plus facilement. Et en investissant dans la normalisation de nos processus, on va augmenter notre productivité et on va augmenter aussi notre qualité parce que le résultat va être de plus en plus prévisible, réplicable. Donc, l'automatisation va nous aider à faire ça. Ici, je pense surtout on n'aura pas le choix, si on veut aller vers une automatisation quelconque, peu importe laquelle, de maîtriser ce qu'on veut faire, de le mettre sur papier et là, de le simplifier. Et c'est ce qui va faire le succès d'une bonne automatisation. De ton côté, Artem, l'automatisation ou la mise en place d'outils pour simplifier l'infrastructure, vous avez déjà commencé, puis il y en a plusieurs. Ouais, on a toujours beaucoup de place pour automatisation côté d'infra, bien sûr. Mais surtout avec les produits plus récents comme par exemple l'Azure VDI, ça nous permet d'automatiser complètement le déploiement de postes de travail virtuels. Pour certains business, ça peut donner beaucoup d'avantages. Vous pouvez laisser vos employés comme provisionner leur poste de travail en termes de minutes. C'est les postes de travail conformes, équipés avec toutes les applications, avec tous les accès nécessaires pour le rôle d'employé. Puis dans ce cas, l'employé a juste besoin d'avoir un moyen d'accéder, comme aller sur Internet et avoir l'écran et clavier. Son poste de travail est standard, il est disponible selon ses heures de travail, si vous voulez aussi. Ça ramène beaucoup d'avantages côté de sécurité, où ce que vous pouvez facilement changer puis tweaker la sécurité à votre goût, selon les besoins de votre business. Aussi, automatisation, ça touche beaucoup les projets du genre les infrastructures de relève. On automatise récemment assez souvent le déploiement de services sur le site de relève. Encore, on commence à parler en termes des heures de relever certains types d'infrastructures avec un paquet de services pour assurer la continuité de business ou de juste récupération après certains désastres ou d'autres événements. Les applications comme Intune permettent aussi, ça ajoute beaucoup au niveau de standardisation, unification de postes de travail. On les livre conformes, qui répondent aux besoins prédéterminés par le rôle employé. On a beaucoup d'exemples. Vous pouvez avoir certains types différents pays, par région, par rôle, par département, comme vous voulez. C'est facilement tweakable. Puis ce qui est important, c'est s'assurer que le parc informatique est conforme en grandeur de parc informatique, c'est ça.
Aussi, des plateformes, surtout plateformes Microsoft Office, là, ça s'arrête pas à donner des nouvelles outils. Les outils comme Power Automate, Power Apps, ça nous permet d'automatiser certains petits processus de travail. Mais aussi en forme léger qui est disponible sans beaucoup de formation. Vous pouvez profiter de certaines automatisations. Super, Artem. Passons à notre 7e tendance qui est l'investissement technologique à un sommet historique. Donc, pourquoi qu'on arrive à un sommet historique en investissement technologique, Artem? Pour certains de nos clients, c'est le bon moment finalement de regarder un petit peu puis analyser le bagage de passé puis prendre les décisions. Mais comme je dis, c'est surtout, ça s'applique surtout au niveau de PME. Ça fait longtemps qu'ils ont investi dans beaucoup d'applications, des fois les applications de maison, des fois c'est des applications avec des modules custom. Période entre 2003 et 2010, ben, ça a été basé sur les technos d'époque. Puis on trouve aujourd'hui que cette techno d'époque est encore vivant, comme les serveurs 2003, ça y roule encore, mais malheureusement, on ne peut pas continuer. Malheureusement, on ne peut pas continuer avec les postes de travail, ni Windows XP, ni Windows 7, qu'on voit de temps en temps encore. Puis c'est ça qui ramène comme un frappe au niveau d'investissement. Puis comme je dis, malheureusement, on ne peut pas continuer. Donc, pour certains business, ça va être un frappe assez significatif budgétaire. C'est des dépenses, c'est des investissements. C'est juste, il faut comprendre que c'est pas infini le serveur. Éventuellement, il faut le remplacer. C'est pas infini le poste de travail Windows 7. Il faut le remplacer. On a des enjeux de sécurité, on a des enjeux d'efficacité et d'autres choses. Cette année, je le vois comme une année assez importante pour beaucoup de business de prendre ce genre de décision puis avancer avec les investissements. Aussi, les exigences d'assurance. Donc, on avait déjà discuté un petit peu, on touchait ce sujet. Les exigences d'assurance, puis les exigences de certaines certifications par type de business aussi, ça nécessite les investissements au niveau d'infrastructure et de services TI en général. Ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que on peut dire que c'est pas mal adopté le mot hybride. Dans certains types de business, ça peut être important de rester propriétaire 100% de ces données. Donc, ça peut être considéré un modèle hybride où ce que tu gardes certaines parties de tes services chez vous, dans tes centres de données qui t'appartiennent, mais tu profites aussi des services de plateforme plus avancés qui sont peut-être, c'est plus intéressant de les garder chez vous. Ça aussi, ça joue beaucoup au niveau d'application de plans de continuité d'opération, services TI et des plans de relève d'infrastructure dans le cas de désastre ou d'autres événements. Exactement. Dernière tendance pour finir notre webinaire, c'est le rôle des dirigeants en TI plus stratégique que jamais. Ben, je vous lancerai là-dessus, messieurs. C'est de plus en plus, le domaine des TI est tellement rendu spécialisé et niché dans toutes sortes de systèmes différents que je crois, moi, que de plus en plus, le directeur TI, par exemple, dans une entreprise, va agir comme chef d'orchestre, mais il ne jouera plus aucun instrument de musique. Il n'y a plus les capacités, étant donné que c'est tellement rendu... le domaine des TI est tellement rendu niché et spécialisé que notre directeur des TI va agir comme chef d'orchestre pour bien faire jouer ses différents fournisseurs de systèmes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux prendre la balle? Ben oui, vas-y, Artem. Oui, c'est sûr que les dirigeants de TI, c'était important toujours, mais aujourd'hui, ça devient encore un plus important. Les décisions stratégiques, surtout les questions comme continuité d'opération TI. J'attends des fois encore les clients qui disent, moi, mon business, c'est pas au TI. Moi, je n'arrête pas à répéter qu'il y en a plein de monde qui disent qu'ils n'ont pas au TI, mais ils ont
dépendants 100%. Ils n'ont juste pas compris que leur business est basé sur TI profondément. Ouais. Et ils Sur les données, ils ont vraiment sur le TI, sur les affaires de TI, même s'ils ne comprennent pas encore. Oui. J'ai un exemple pour s'appuyer ton dire, Artem. John Deere, la compagnie de tracteurs, se voit maintenant comme une compagnie de données parce que leurs tracteurs sont dotés d'équipements qui sont capables de savoir dans quel champ ils sont, la géolocalisation, qu'est-ce qu'ils récoltent, combien de temps ça prend à faire le tour du terrain. Donc, ils ont plus de données que Google sur les terrains agricoles. Il y a peut-être que je parle juste pour les États-Unis. Oui. Ouais, c'est Donc, vrai. John Deere est en train de se voir comme une compagnie de données maintenant. Ouais. Et ces données-là deviennent une valeur qu'ils peuvent exploiter qui, avant, c'est un autre service qu'ils pourraient revendre en plus de vendre leurs tracteurs, là, dans le fond. Ouais. C'est ça que tu dis. Tout à fait. Ou peut-être donner les tracteurs puis faire de l'argent sur les. Mais je pense pas qu'on ait Ouais, c'est pas le sujet, mais en fait, c'est drôle, mais moi, j'ai une vraie expérience avec John Deere. Puis oui, tu peux pas remplacer un sensor de pression sur le moteur diesel sans avoir ordinateur connecté qui se connecte avec la base de données de John Deere, puis dire que oui, ce tracteur est éligible d'avoir cette pièce, puis cette pièce est conforme, et c'est la vraie pièce, c'est pas contrefaite. J'ai le vécu moi-même. Pour éviter encore. Pour éviter la contrefaçon. C'est bon. Fait que, messieurs, on arrive à notre temps limite. À cause que vous le savez, chers auditeurs, notre objectif, c'est de vous donner un bon contenu riche d'informations, mais aussi de le faire dans un temps concis, puisqu'on sait que votre temps est précieux. Donc, on va passer immédiatement aux questions. Marie-Ève, est-ce qu'on a des questions qui t'ont été acheminées par le chat? Oui, tout à fait. On a quelques questions pour vous trois. Donc, on va commencer par Stéphane. Une question pour toi pour débuter. Dans la section où tu parlais de communication transparente et bidirectionnelle, tu as parlé de documents vivants. Peux-tu nous décrire c'est quoi un document vivant? Oui, un document vivant, c'est un document qu'on va créer et qu'on ne va pas tout simplement transformer en PDF pour le publier. Une fois qu'on a transformé un document en PDF, bon, il est mort. Du moins, cette version-là, cette branche du document, parce que des fois, le document peut continuer à vivre, mais le PDF vient de créer une branche fixée dans le temps, va mourir. Un document vivant est un document de référence qu'on peut toujours retourner voir. Et s'il y a un changement, je peux parler peut-être du code d'éthique d'une entreprise. Le document pourrait être écrit en Word, mais en lecture seule pour les gens. Mais les gens qui sont responsables du code d'éthique, aussitôt qu'ils ont fait un changement, le changement est appliqué, publié. Pas besoin de retourner le document dans un courriel ou en format PDF ou autre. Donc, le document est vraiment vivant. Il continue à vivre, il y a une durée de vie plus longue maintenant. Parfait, super. On a une autre question pour toi, Stéphane. Dans cette même section-là, vous avez parlé de l'intranet SharePoint qui est collaboratif. En quoi est-ce que l'intranet de SharePoint est plus collaboratif que ses ancêtres? Bon, les débuts d'intranet, on était dans les années 2000. Je dirais, les vieux intranets. Et on voit beaucoup d'intranets encore des années 2000 qui roulent aujourd'hui, disons 2000, 2005, 2010. Mais intranet SharePoint fait partie d'un écosystème plus grand que lui-même. Habituellement, les intranets les plus vieux, c'était l'intranet et le reste de l'entreprise ou des outils. SharePoint est intégré à la plateforme SharePoint avec Microsoft Viva, peut venir se déposer dans Teams. Teams devient le navigateur de SharePoint, Teams devient votre navigateur d'intranet. Donc, on a une meilleure synergie entre l'intranet qu'on va appeler collaboratif SharePoint et l'ensemble de l'écosystème Microsoft 365. Donc, si je te comprends, là, Stéphane, tu n'es pas obligé de sortir de ton Teams pour accéder à ton intranet. Tu peux rester dans ton Teams et accéder à ton intranet, c'est bien ça que tu veux dire? Exactement. L'intranet devient une application, un bouton dans le menu de gauche du Teams. Souvent, il est déposé en haut. Donc, effectivement. Comme on fait chez MS, dans le fond. Exactement. Ouais. Okay. Super, merci beaucoup. Prochaine question, je la lance à Maxime, peut-être qu'Artem veut répondre. Comment faire pour atteindre le risque zéro en cybersécurité? Artem,
Je te mets dans l'eau bouillante. Risque Moi, je pense zéro. que ça n'existe pas, là, le risque zéro. Ça existe, oui, c'est ça. Je veux dire la même chose, mais en fait, la sécurité ultime, ça n'existe pas. Je voulais rassurer tout le monde. Je ne sais pas quand est-ce que ça va être inventé au futur, peut-être. Ouais. Pas aujourd'hui. C'est pas accessible. Plus de couches de sécurité que tu vas te mettre, plus que tu es en sécurité, plus que tu gères ton risque, moins que tu as des chances d'être blâmé si tu avais une fuite de données. Ça, c'est sûr. Mais le risque zéro, moi, comme tu as dit, Artem, je pense qu'il n'existe pas. Ça n'existe pas. Ma question, c'est, je peux vous dire que peut-être votre réseau était déjà pénétré. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui avait accès. Ce n'est pas nécessairement quelque chose comme quelqu'un de l'extérieur. Ça peut être votre employé par négligence, justement, et ramener quelque part les fichiers et dropper. La question, c'est qui a accès aux données et qui va les exploiter et comment. OK? Parce que c'est ça qui va avoir l'impact sur votre business. OK? Ce n'est pas nécessairement le fait que quelqu'un avait accès aux fichiers, c'est qu'est-ce qu'il va faire avec l'information. Puis ici, on a plein d'outils. Vous n'avez pas peut-être avoir acheté tous les produits possibles sur le marché, mais les trucs comme analyse de comportement, très important, très efficace aujourd'hui. Antivirus perd le point un petit peu parce qu'il peut identifier juste tout ce qui est connu. Toutes les histoires inconnues, c'est les systèmes MDR, c'est les analyses de comportement et les autres qui permettent vraiment une manière beaucoup plus dynamique de regarder puis plutôt réagir, pas nécessairement se protéger dans certains sens, mais réagir aux situations, selon la situation. Comme réponse courte, je me retiens un petit peu, parce qu'on peut passer des heures. Parfait. Merci, Artem. La dernière question est pour toi. À quelle fréquence devrait-on remplacer les postes de travail et les serveurs au sein d'une entreprise? À quelle fréquence? Ça dépend de l'entreprise, comment comment vous estimez les investissements. Souvent, aux 5 ans, le matériel devient 18. Pour beaucoup de matériel, c'est les fournisseurs qui déterminent c'est quoi le fin de vie, ce qui devient très important pour toutes sortes de choses, comme les serveurs, les systèmes de stockage, les postes de travail, les applications aussi. Il y a fin de vie pour certains. Donc, c'est ça qui détermine. Parce que aussitôt que fournisseur comme annonce la fin de vie, il n'y a plus de mise à jour, il n'y a plus de pièces disponibles, il n'y a plus de support. C'est ça. Si votre poste de travail répond à vos besoins au niveau de performance, vous pouvez l'utiliser jusqu'à moment que ça se brise. Mais ou c'est plusieurs facteurs. On mesure plusieurs facteurs. Jusqu'au moment que ça se brise, jusqu'au moment qu'on est capable d'appliquer les mises à jour de sécurité qui sont exigées par la sécurité ou performance. Donc, regardez, il y en a plusieurs facteurs. On se trouve quelque part au milieu toujours. Mais souvent, avec nos clients, on n'abuse pas au budget. On vous suggère de l'utiliser jusqu'à fin de vie raisonnable. Puis, c'est ça. Merci, c'est la fin de nos questions. Souvent, le problème, si je peux ajouter, Marie-Ève, souvent le problème là-dessus, si on prend l'exemple de Windows 7 et serveurs 2003, qui sont maintenant en fin de vie, c'est que souvent, qui sont plus supportés par Microsoft, donc il y a des brèches de sécurité, et souvent de racheter une nouvelle licence pour aller sur cet équipement-là devient quasiment aussi cher que de remplacer l'équipement avec une nouvelle licence OEM de Microsoft qui est escomptée vu que tu as acheté un nouveau produit. Tu sais, fait que il y a ça aussi, mais tu parlais de 5 ans, Artem. C'est peut-être la règle du pouce, là, à peu près 5 ans, là, ça peut varier. Donc, pour finaliser, puis Marie-Ève, si j'oublie quelque chose, n'hésite pas à me le dire, mais notre prochain webinaire, c'est le 28 janvier prochain à 14h toujours. Gouvernance de Power BI. On vous a parlé aujourd'hui de Power BI. Il y a souvent une étape avant de passer au Power BI qui est la gouvernance. Donc, c'est le sujet qu'on va vous entretenir lors de notre prochain webinaire le vendredi 28 janvier à 14h. Marie-Ève, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou c'est le temps de conclure? Tout est là, Maxime. Tout est bon. Bon, mais parfait. Merci Artem, merci Stéphane, merci Marie-Ève comme d'habitude. Et je vous salue. Merci aux gens qui ont participé au webinaire. C'est toujours un plaisir de vous savoir là. Merci, au revoir.